Lorsqu'un couple fortuné refuse de laisser un homme noir s'asseoir à côté d'eux en avion, la tension envahit la cabine, jusqu'à ce que Denzel Washington se lève. Ce qu'il fait ensuite laisse tous les passagers stupéfaits et change à jamais la vie du couple. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Ce devait être un vol normal de New York à Los Angeles. Martha et Richard Whitfield, mariés depuis 30 ans, s'installèrent dans leur siège en première classe. Richard ajusta sa montre de luxe tandis que Martha se coiffait. « J'ai hâte de voir la nouvelle maison de plage de Caroline », dit Martha. Elle dit qu'elle est juste à côté de celle d'une célébrité. Richard hocha la tête. Il vaut mieux que ça vaille le coup. Ces sièges coûtent une fortune. L'hôtesse de l'air, Stéphanie, passa avec un sourire radieux. « Puis-je vous servir quelque chose à boire avant le décollage ?»« Du champagne », répondit rapidement Martha. « Le bon. » Pendant que Stéphanie versait leur boisson, un homme s'approcha de leur rangée. James Johnson, 45 ans, une mallette à la main, regarda son billet. « Excusez-moi, dit-il poliment, je crois que je suis en 2C. » Martha leva les yeux et se figea. Elle saisit fermement le bras de Richard. « Il doit y avoir une erreur, » dit Richard bruyamment. « Nous avons payé pour la première classe. »« Moi aussi, monsieur, » répondit calmement James. Richard secoua la tête. « Écoutez, nous ne sommes pas à l'aise avec cet arrangement. Vous ne pouvez pas vous asseoir ailleurs. » Stéphanie cessa de verser. « Monsieur, si le passager a un billet pour le 2C, c'est sa place à signer. »« Eh bien, trouvez-lui une autre place, » siffla Martha. « De préférence à l'arrière, là où il a sa place. » James resta là, son visage montrant la blessure qu'il essayait de cacher. Les autres passagers détournèrent le regard, mal à l'aise. Personne ne dit rien. 5 rangées derrière, un homme se leva. La cabine se tut lorsque tout le monde reconnut qui c'était. « Excusez-moi, » dit la voix grave et autoritaire de Denzel Washington. « Y a-t-il un problème? Ici ?» Le visage de Richard pâlit. « Monsieur Washington, non, pas de problème, juste un problème de place. » Denzel s'avança lentement. « Ça ne me semble pas être un problème de place. On dirait que vous ne voulez pas que cet homme s'assoive à côté de vous à cause de la couleur de sa peau. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, » balbutia Martha. « Alors que vouliez-vous dire ?» demanda Denzel. « Quand vous avez dit qu'il avait sa place à l'arrière. » La cabine était maintenant dans un silence de mort. Tout le monde regardait. « Nous pensions juste, » commença Richard. « Vous pensiez quoi ?» pressa Denzel. « Que la première classe est réservée à certaines personnes, que l'argent vous rend supérieur à lui. » Le visage de Martha devint rouge. « Vous ne comprenez pas? Je comprends parfaitement, » dit Denzel. « Et tout le monde dans cet avion aussi. » Il se tourna vers Stéphanie. « Madame, j'aimerais signaler des passagers perturbateurs. Ces deux-là mettent les autres mal à l'aise avec des remarques racistes. »« Nous ne sommes pas racistes, » cria Richard en se levant. « Monsieur, veuillez baisser le ton, » dit Stéphanie fermement. « Savez-vous qui je suis ?» demanda Richard. « Je suis Richard Whitfield. Je possède la moitié du marché immobilier du Connecticut. » Denzel secoua la tête. « Et cela vous donne le droit de traiter les gens de cette façon ?» La voix du commandant arriva par l'interphone. « Stéphanie, tout va bien là-haut ?»« Non, monsieur, » répondit-elle. « Nous avons des passagers perturbateurs au siège 2A et 2B. » 10 minutes plus tard, la sécurité escorta Martha et Richard hors de l'avion. Les passagers chuchotèrent en passant, la tête baissée de honte. James prit sa place légitime au 2C. Denzel retourna à sa place. « Merci, » dit doucement James. « Pas besoin de me remercier, » répondit Denzel. « Vous aviez tout à fait le droit d'être là. » Au décollage de l'avion, Stéphanie apporta à James une coupe de champagne. « Le bon, » dit-elle, en lui faisant un clin d'œil. Martha et Richard Whitfield étaient assis dans le terminal de l'aéroport, le visage brûlant de honte. Des téléphones portables pointés vers eux venaient de toutes les directions. Les gens chuchotaient et regardaient. « C'est humiliant, » siffla Martha. « Appelez notre avocat. » Les mains de Richard tremblaient lorsqu'il composa le numéro. « Frank, c'est Richard, on a un problème. » Le soir même, la vidéo de l'incident était partout. De plaintes racistes étaient en tendance mondiale. Les photos des Whitfield défilaient sur les écrans de télévision et les écrans de téléphone partout en Amérique. Chez elle, dans le Connecticut, leur fille Emily, 28 ans, regarda la vidéo avec horreur. « Maman? Papa? Qu'avez-vous fait ?» Son téléphone bourdonnait de messages de ses amis. « Ce sont tes parents? Oh mon Dieu, tellement gênant. »
Sont-ils vraiment comme ça? Emily s'affaissa sur son canapé en pleurant. Elle avait toujours su que ses parents étaient des snobs, mais ça, c'était différent. Pendant ce temps, James Johnson arriva à son hôtel à Los Angeles. Le réceptionniste le reconnut immédiatement. « Vous êtes l'homme de l'avion !»« Avec Denzel Washington !» s'exclama-t-elle. « Monsieur, nous vous avons surclassé dans notre suite présidentielle. »« Sans frais. » James soupira. « Je ne voulais pas toute cette attention. » Dans sa chambre, il appela sa femme Lisa. « C'est partout, chérie. Je voulais juste aller à ma réunion d'affaires. »« Tu vas bien ?» demanda Lisa, inquiète. « Je vais bien. Juste fatigué, cet homme, Denzel Washington, il s'est levé quand personne d'autre ne l'a fait. » De l'autre côté de la ville, dans sa magnifique maison, Denzel était assis avec sa femme Pauletta en regardant les nouvelles. « Tu es de nouveau en tendance, » dit-elle avec un sourire. « Mon mari, le héros. » Denzel secoua la tête. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Le problème, c'est que personne d'autre n'a rien fait avant que je ne me lève. » Le lendemain matin, Richard Whitfield entra dans son agence immobilière pour trouver ses associés qui l'attendaient. « Réunion d'urgence, Richard, » dit Howard, l'associé principal. « C'est un cauchemar de relations publiques. »« C'est exagéré, » rétorqua Richard. « Nous ne sommes pas racistes. Nous n'avons juste... »« Juste quoi ?» interrompit Howard. « Juste ne voulions pas nous asseoir à côté d'un noir. Le monde entier l'a vu, Richard. Martha a subi elle aussi des retombées au club de campagne. Alors qu'elle entrait pour sa partie de bridge hebdomadaire, les conversations s'arrêtèrent. Les femmes qu'elle connaissait depuis des décennies avaient soudainement d'autres projets. « Martha, » dit Diane, la présidente du club, « peut-être devriez-vous prendre un peu de temps loin du club, jusqu'à ce que ça se calme. Vous me mettez à la porte, après 20 ans ?» Martha n'arrivait pas à y croire. « Je ne vous mets pas à la porte. Je vous suggère juste une pause, pour le confort de tous. » Ce soir-là, les Whitfield étaient assis dans leur salon, buvant abondamment. « Nos vies sont ruinées, » sanglota Martha, « à cause de cet homme. »« Lequel ?» demanda Richard amèrement. « Celui que nous avons insulté ou celui qui nous a dénoncés ?» La sonnette sonna. C'était Emily, leur fille. Ses yeux étaient rouges de larmes. « Comment avez-vous pu ?» demanda-t-elle en entrant en trombe. « Savez-vous ce que ça fait de voir ses parents exposés comme racistes au monde entier ?»« Nous ne sommes pas racistes, » insista Martha. « Alors qu'êtes-vous » demanda Emily. « Parce que ce que vous avez fait, c'est à ça. Que ressemble le racisme ?» Richard versa un autre verre. « Que veux-tu que nous fassions? Notre réputation est détruite. » Emily regarda ses parents comme si elle ne les avait jamais vus auparavant. « Vous pourriez commencer par admettre que vous aviez tort. Vous pourriez présenter vos excuses. »« Présenter nos excuses » railla Richard. « Ce serait admettre notre culpabilité. » Emily prit son sac à main. « Alors je suppose que je ne vous connais plus ?» Elle se dirigea vers la porte. « Quand vous aurez trouvé comment redevenir des êtres humains décents, appelez-moi. » La porte claqua derrière. Elle, laissant Martha et Richard seuls avec les conséquences de leurs actes. 3 jours après l'incident dans l'avion, James Johnson était assis dans la salle de conférence de Morgan Healthcare. Sa présentation s'était parfaitement déroulée. Alors que le PDG, Marcus Turner, le reconduisait, il mentionna « la vidéo virale ». « Je ne m'attendais pas à vous voir devenir célèbre du jour au lendemain, » dit Marcus. « Vous vous êtes comporté avec beaucoup de classe. » James haussa les épaules. « Je voulais juste prendre ma place, comme n'importe qui d'autre. » « Eh bien, je suis impressionné. Et je pense que nous allons donner suite à la proposition de votre société. » De retour à son hôtel, James trouva un mot qui l'attendait. « Monsieur Johnson, monsieur. Washington aimerait vous rencontrer pour dîner ce soir. Une voiture viendra vous chercher à 19h, direction. » Ce soir-là, James se retrouva assis en face de Denzel dans un restaurant haut de gamme. « Je voulais prendre de vos nouvelles, » dit Denzel. « Ce genre d'attention peut être difficile. »« Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, » admit James, « mais quelque chose de bien en est sorti. J'ai décroché le plus gros contrat de ma carrière aujourd'hui. »« C'est formidable, » sourit Denzel. « Parfois, tenir bon rapporte. » Pendant ce temps, dans le Connecticut, Martha Whitfield ouvrit sa porte d'entrée pour trouver des reporters installés sur sa pelouse. « Madame Whitfield, regrettez-vous vos actes? Allez-vous présenter vos excuses? Avez-vous parlé à Denzel Washington ?» Elle claqua la porte et éclata en sanglots. Le téléphone sonna. Un autre journaliste. La boîte de réception des emails pleine de courriers haineux. Richard n'allait pas mieux.
Ses associés lui avaient demandé de prendre un congé. Ses clients annulaient des contrats. Ses amis golfeurs avaient soudainement des conflits d'emploi du temps. Cet après-midi-là, Richard a fait une crise cardiaque. Pas une grosse, mais suffisamment pour le faire atterrir à l'hôpital Mercy. Martha était assise près de son lit, terrifiée. « Je ne peux pas te perdre aussi, » chuchota-t-elle. « Nous avons déjà tout perdu. » Le docteur Angela Wilson entra pour vérifier les signes vitaux de Richard. Elle était gentille mais professionnelle. « Votre mari va bien, Madame Whitfield. Il a besoin de repos et de moins de stress. » Martha hocha faiblement la tête. « Merci, docteur, de vous être occupé. De lui, malgré qui nous sommes. » Le docteur Wilson la regarda curieusement. « Je m'occupe de tous mes patients de la même manière. » Plus tard dans la nuit, Richard se réveilla dans la douleur. Il appuya sur le bouton d'appel et un infirmier nommé Darren entra. « Besoin de quelque chose pour la douleur, monsieur Whitfield ?» demanda-t-il en vérifiant les moniteurs. « Oui, s'il vous plaît, » dit faiblement Richard. Darren ajusta ses médicaments. « Cela devrait aider. Je reviendrai vous voir dans un instant. » Alors qu'il se retournait pour partir, Richard prit la parole. « Attendez, je dois vous demander, me traitez-vous différemment ?»« Différemment ?» Darren sembla confus. « À cause de la vidéo. Vous avez dû la voir. » Le visage de Darren montra de la reconnaissance. « Oh, c'était vous ?» Il secoua la tête. « Monsieur Whitfield, je suis infirmier depuis 20 ans. J'ai vu toutes sortes de gens dans leurs pires moments. Mon travail est de prendre soin de vous, pas de vous juger. » Les yeux de Richard se remplirent de larmes. « Je ne mérite pas votre gentillesse. Tout le monde mérite des soins, monsieur. C'est ça, être humain. » Le lendemain matin, Richard raconta à Martha sa conversation avec Darren. « Ces gens que nous avons méprisés toute notre vie, dit-il, ils sont meilleurs que nous. » Martha essuya ses yeux. « Que faisons-nous maintenant? Nos amis nous ont abandonnés. Emily ne veut plus nous parler. Peut-être, dit lentement Richard, devons-nous apprendre à être de meilleures personnes. » À Los Angeles, James reçut une autre surprise. Emily Whitfield l'avait retrouvé et lui avait envoyé un email. « Monsieur Johnson, vous ne me connaissez pas, mais je suis la fille de Richard et Martha Whitfield. J'ai vu ce que mes parents vous ont fait et j'en ai profondément honte. Je veux m'excuser pour leur comportement. Ils ne représentent pas qui je suis ou ce que je crois. Si vous êtes disposé, j'aimerais vous parler. » James montra l'email à sa femme Lisa en rentrant chez lui. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Dois-je répondre ?» Lisa lui serra la main. « Tu sais ce que grand-mère disait toujours. La haine divise, mais la compréhension unit. Peut-être qu'il y a une chance que quelque chose de bien sorte de quelque chose de mauvais. » Ce soir-là, James tapota une réponse. « Chère Emily, merci de m'avoir contacté. J'apprécie votre courage de m'avoir contacté. Oui, je suis disposé à parler. » Une semaine après sa crise cardiaque, Richard Whitfield était assis dans son salon regardant la télévision. Toutes les chaînes semblaient montrer l'incident de l'avion. Les titres étaient brutaux. Le racisme d'un couple exposé par Denzel, les intolérants de première classe, Whitfield, la honte du Connecticut. « Éteins-la », dit Martha en lui apportant du thé. Le docteur a dit d'éviter le stress. Richard secoua la tête. « J'ai besoin de la voir, pour comprendre ce que nous avons fait. » La sonnette sonna. Martha se tendit. Pas d'autres journalistes, mais c'était Emily, se tenant maladroitement sur leur perron. « J'ai entendu parler de la crise cardiaque de papa. Je suis venu prendre de ses nouvelles. » Martha serra sa fille dans ses bras. « Merci d'être venue. » Dans le salon, Emily était assise en face de son père. « Comment te sens-tu ?»« Physiquement, mieux, » dit Richard. « Sinon, comme la pire personne d'Amérique. » Emily hocha la tête. « J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. J'ai été en contact avec Monsieur Johnson. »« Quoi ?» s'exclama Martha. « Je lui ai envoyé un email pour m'excuser pour ce que vous avez fait, » expliqua Emily, et il a répondu. « Nous avons parlé plusieurs fois maintenant. » Richard baissa les yeux sur ses mains. « Comment est-il ?»« Il est gentil, réussi. Il a une femme et 2 enfants à l'université. Il dirige une société de conseil en soins de santé, » dit Emily. « Il n'est pas du tout comme la personne que vous avez supposé qu'il était dans cet avion. » Martha essuya ses larmes. « Nous avions tort, terriblement tort. Il vient à New York le mois prochain pour une conférence, » continua Emily. « Il a accepté de vous rencontrer, si vous le souhaitez. » Richard était stupéfait. « Il voudrait nous rencontrer, après ce que nous avons fait ?»« Il a dit que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit Emily.
La question est, la voulez-vous? Pendant ce temps, à Chicago, James Johnson était assis avec sa femme Lisa à leur table de cuisine. « Tu es sûr de vouloir rencontrer les Whitfield ?» demanda Lisa. « Tu ne leur dois rien. » James soupira. « Je sais. Mais leur fille, Emily, elle essaie tellement de réparer les choses. Et peut-être que c'est plus grand que nous. » Lisa toucha sa main. « C'est pour ça que je t'aime. Tu vois toujours les choses en grand. » Le lendemain, James reçut un appel téléphonique. « Surprise! Monsieur Johnson, c'est Denzel Washington. » James a failli laisser tomber le téléphone. « Monsieur Washington, je ne m'attendais pas à vous entendre à nouveau. J'ai entendu dire que vous alliez rencontrer les Whitfield le mois prochain, » dit Denzel. « Les nouvelles se répandent vite, » répondit James. « Oui, je le suis. Leur fille l'a arrangé. Cela demande du courage, de la part de vous tous, » dit Denzel. « Écoutez, j'organise un événement caritatif à New York la même semaine. Seriez-vous disposé à être mon intervenant, partager votre expérience ?» James était sans voix. « Je ne sais pas quoi. » « Dites oui, » rit Denzel. « Votre histoire compte. Et j'ai une idée qui pourrait aider les Whitfield aussi, s'ils sont vraiment désolés. » De retour dans le Connecticut, Martha Whitfield nettoyait son placard, quelque chose pour s'occuper. Elle trouva un vieux album photo et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des photos de leur jeunesse. Richard et Martha à des fêtes, en vacances, avec le bébé Emily. « Nous n'avons pas toujours été comme ça, » murmura-t-elle à elle-même. « Qu'est-il arrivé à nous ?» Ce soir-là, Richard prit une décision. « Je veux rencontrer Monsieur Johnson, » dit-il à Martha. « Et je veux présenter des excuses publiques. » Martha sembla surprise. « Tu es sûr? Frank m'a déconseillé de le faire. Il a dit que cela pourrait affecter d'éventuelles poursuites. »« Je m'en fiche maintenant, » répondit Richard fermement. « J'ai fait une crise cardiaque, Martha. J'ai perdu mon travail. Nos amis nous ont abandonnés, mais le pire de tout, je me suis vu clairement pour la première fois. Et j'ai détesté ce que j'ai vu. » Martha s'assit à côté de lui. « J'y ai aussi réfléchi, à la façon dont nous avons été élevés, les choses que nos parents nous ont apprises, les quartiers où nous avons vécu, les clubs auxquels nous avons adhéré. Nous n'avons jamais remis quoi que ce soit en question. Ce n'est pas une excuse, dit Richard. Non, ça ne l'est pas, acquiesça Martha. Mais c'est quelque chose que nous devons comprendre si nous voulons changer. Le lendemain, Richard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se rendit au centre communautaire dans le quartier diversifié de la ville et demanda à parler à la directrice. Madame Jackson, une femme noire âgée, le reconnut immédiatement. « Monsieur Whitfield, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Richard déglutit difficilement. « Je veux faire du bénévolat et j'ai besoin d'apprendre, de devenir meilleur. » Madame Jackson l'observa. « Ce n'est pas un service communautaire ordonné par un tribunal, n'est-ce pas? »« Non, madame, » répondit Richard. « C'est moi qui essaie de me réparer. » Elle hocha la tête lentement. « Nous avons besoin d'aide pour notre programme. De repas pour personnes âgées. Tous les lundis, mercredis et vendredis, 6 heures précises. Je serai là, promit Richard. Quand il le dit à Martha ce soir-là, elle fut choquée. 6 heures du matin? Servir de la nourriture? C'est un début, dit Richard. Viendras-tu avec moi? Martha hésita, puis hocha la tête. Oui, ensemble. Alors qu'il se préparait pour le coucher, Martha se tourna vers Richard. Penses-tu que M. Johnson nous pardonnera un jour? Richard secoua la tête. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas le but. Peut-être que nous devons faire ce qui est juste, que nous soyons pardonnés ou non. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, ils dormirent tous les deux paisiblement. Un mois plus tard, Richard et Martha Whitfield étaient assis nerveusement dans une salle à manger privée du Carlyle Hotel à New York. Ils étaient arrivés 30 minutes en avance pour leur rencontre avec James Johnson. « Peut-être qu'il ne viendra pas », murmura Martha, lissant sa robe pour la 10e fois. « Il viendra », répondit Richard. « C'est un homme de parole. » La porte s'ouvrit et Emily entra. Derrière elle se trouvait James Johnson, élégant dans un costume marine. Richard et Martha se levèrent maladroitement. La pièce était silencieuse. « Monsieur et Madame Whitfield », dit James en hochant la tête. « Monsieur Johnson », répondit Richard, la voix tremblante. « Merci d'être venu. » Ils s'assirent tous. Un serveur versa de l'eau et sortit discrètement. « Je ne sais pas par où commencer », commença Richard. « Peut-être par la vérité », suggéra James doucement. «
Richard prit une profonde inspiration. La vérité, c'est nous avions tort, complètement tort. Ce que nous avons fait était raciste et cruel. Martha hocha la tête, les larmes aux yeux. Nous avons passé toute notre vie à penser que nous étions supérieurs aux autres à cause de notre argent, de notre statut, de notre blancheur. Nous ne l'avons jamais remis en question. James écouta en silence. Depuis ce jour-là, continua Richard, nous avons perdu nos amis, mon travail, notre position dans la communauté. Mais ce n'est pas pour ça que nous présentons nos excuses. Nous présentons nos excuses parce que nous comprenons enfin à quel point nous avions tort. Nous essayons de changer, ajouta Martha. Richard fait du bénévolat au centre communautaire 3 jours par semaine. Je donne des cours particuliers dans un programme parascolaire. Nous savons que ce n'est pas suffisant. C'est un début, dit James. Il les regarda pensivement. Pourquoi vouliez-vous me rencontrer? Pour présenter nos excuses. En personne, répondit Richard. Et pour demander, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour réparer les choses? James sourit légèrement. Il se trouve qu'il y en a. Denzel Washington m'a appelé. Il organise une soirée de gala pour une œuvre caritative demain soir pour des possibilités d'éducation équitable. Il a pensé que cela pourrait être puissant si nous y assistions tous. Ensemble. Nous tous, demanda Martha, surprise. Face, moi, Emily et Denzel, même la hôtesse de l'air, Stéphanie, expliqua James. Il veut que nous racontions notre histoire, montrer que le changement est possible. Richard était stupéfait. Tu monterais sur scène avec nous, après ce que nous avons fait? Il ne s'agit pas de vous pardonner, dit James prudemment. Il s'agit d'utiliser ce qui s'est passé pour aider les autres, pour montrer que la lutte contre le racisme exige de nous tous, ceux qui en font l'expérience, ceux qui s'y opposent, et oui, même ceux qui l'ont perpétué mais qui veulent changer. Le soir suivant, la salle de bal du Plaza Hotel était remplie de célébrités, de chefs d'entreprise et de philanthropes. Les billets coûtaient 10 000 $ par personne, tous les bénéfices étant reversés à des programmes éducatifs dans les communautés défavorisées. Dans les coulisses, Richard et Martha se tenaient nerveusement avec Emily, James et Stéphanie. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous faisons ça », murmura Martha. Denzel Washington entra, saluant chaleureusement tout le monde. Prêt? Sur scène, Denzel les présenta tous. Le public écouta avec une attention captivée, tandis que chaque personne racontait sa part de l'histoire. Lorsque ce fut le tour de Richard, il s'approcha du microphone. « Il y a un mois, j'étais le méchant d'une vidéo virale, commença-t-il. Je méritais toutes les critiques que j'ai reçues, mais ce soir, je ne suis pas là pour demander de la sympathie ou du pardon. Je suis là pour dire que le changement est possible, mais cela demande du travail. » Il regarda James. « Cela demande des gens courageux prêts à se lever, comme M. Washington l'a fait dans cet avion. Cela demande des gens prêts à éduquer plutôt qu'à simplement condamner, comme M. Johnson l'a fait. Et cela demande des gens prêts à se regarder dans le miroir et à admettre qu'ils avaient tort, quelque chose que ma femme et moi avons dû faire tous les jours depuis. » Martha s'avança. « Nous donnons la moitié de nos économies, 3 millions de $, à la fondation de M. Washington ce soir. Non pas pour acheter le pardon, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Le public applaudit. Les appareils photos clignotèrent. Plus tard dans la soirée, alors que la manifestation touchait à sa fin, James s'approcha des Whitfield. « C'était courageux, dit-il. »« Pas aussi courageux que vous d'accepter d'être vu avec nous, » répondit Richard. James secoua la tête. Il ne s'agissait jamais que de nous. Il s'agit de montrer que les gens peuvent changer, que la conversation est possible, que la réconciliation peut avoir lieu. Emily les rejoignit, rayonnante de fierté pour ses parents. « Qu'est-ce qui vous attend maintenant ?» demanda James. « Nous vendons notre maison, » expliqua Martha. « Nous déménageons dans un quartier plus diversifié. Richard lance un programme pour aider les entreprises appartenant à des minorités à obtenir des prêts immobiliers. Et Martha rejoint le conseil d'administration du centre communautaire, » ajouta Richard. Denzel s'approcha, posant une main sur l'épaule de James. « Cela pourrait être le début de quelque chose d'important. Envisageriez-vous d'organiser d'autres événements comme celui-ci, de partager votre histoire ?» Ils se regardèrent. « Oui !» dirent-ils tous presque à l'unisson. 6 mois plus tard, Richard et Martha Whitfield étaient assis en première classe dans un avion pour Chicago. Ils se rendaient à une conférence sur la lutte contre le racisme aux côtés de James Johnson. Alors que les passagers embarquaient, une famille noire s'approcha de leur rangée.
Le père vérifia son billet, puis commença à ranger leurs bagages dans le compartiment supérieur. Certains des autres passagers de première classe les regardèrent. Quelques-uns chuchotèrent. Richard se leva. « Laissez-moi vous aider avec ces bagages. » Martha sourit à la mère. « Est-ce votre première fois en première classe? Les hôtesses ici sont formidables. » La tension se dissipa. La famille s'assit, soulagée. Derrière eux, quelques rangées plus loin, un autre passager avait suivi toute l'interaction. Il hocha la tête en signe d'approbation. Parfois, le changement se produit un siège à la fois. Fin.